Hey, j'ai quelqu'un à vous présenter, Jean Luard. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous vous souvenez de lui, il nous avait emmenés au cœur de l'histoire de Segré et aujourd'hui tu nous proposes d'aller encore plus loin. Exactement, on va parcourir le Haut-Anjou de Segré. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans le Haut-Anjou justement? Plein de choses, plus de 2000 ans d'histoire, depuis les Gallo-Romains jusqu'à un ministre de Napoléon III, en passant par les mines de fer, des fours à chaux et même une abbaye royale. Un programme alléchant, j'ai déjà envie de commencer, on monte en voiture? Allez, c'est parti. C'est au travers de 5 lieux historiques dans le Segréen que Clic-Clac-Topette vous emmène en balade. Des vestiges du passé industriel, des villages qui ont traversé les siècles et des interlocuteurs passionnés. Le réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou Bleu vous propose de remonter presque 2000 ans d'histoire dans le Segréen. Vous êtes prêts? On vous emmène avec nous. Jean, pour commencer cette balade historique dans le Haut-Anjou, tu nous as emmenés ici à Nivoiseau. Tout à fait. Nivoiseau qui est l'une des rares communes de France à avoir toutes les voyelles de l'alphabet dans son nom, mais pas seulement. C'est aussi une commune où était établie une magnifique abbaye royale qui s'étendait sur près de 4 hectares. D'ailleurs qui a emmené ensuite à la création d'une paroisse, puis d'une commune. Et pour découvrir ces vestiges extraordinaires, tu vas nous présenter quelqu'un. Oui, Michel Cartillet, le président de l'association Phénix. Qu'on va aller voir tout de suite. Oula. On va faire le tour. Ouais, on va passer de l'autre côté. Michel. Bonjour. Jean. Bonjour Pierre-Benoît. Vous allez bien? Ça va, très bien, merci, et vous? Très bien également. Voilà, donc vous venez rendre visite à notre belle abbaye Nivoiseau. Et oui, comme nous le disait tout à l'heure Jean, vous êtes le président de l'association Phénix, qui veut protéger, sauvegarder, mettre en avant les vestiges de l'ancienne abbaye royale de Nivoiseau. C'est quoi l'histoire de cette abbaye? De quand elle date? Alors, l'histoire commence avec un personnage intéressant à la fin du XIe siècle, un monsieur qui s'appelait Robert d'Arbrissel. Ouais. Vous avez peut-être déjà entendu prononcer ce nom, parce que c'est lui qui a été à Fontevraud et qui a fondé Fontevraud. C'était quelqu'un qui avait des aspirations à la prédication et à la vie monastique errante. Alors juste, là on parle de Robert d'Arbrissel, mais j'avais cru entendre un certain justement, Salomon. Mais justement, parce que Salomon faisait partie de la troupe, et lui reproduit le même schéma. Ici même. C'est-à-dire qu'il vient s'installer ici comme ermite, ouais. Et comme par hasard, je veux dire grâce à ses vertus, il se retrouve entouré d'une communauté d'hommes et de femmes. D'hommes et de femmes, c'était d'ailleurs la particularité de cette abbaye en fait. Exactement. Malheureusement, l'abbaye est tombée en ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au XVIIIe siècle, elle est en très bon état, puisqu'il y a des travaux d'embellissement jusqu'à la fin du XVIIIe. 1790, c'est la fameuse constitution civile du clergé signée par Louis XVI. Après, on est en 1782. 1792, c'est autre chose. C'est la guerre, c'est la convention, on décide l'expulsion et la confiscation des biens. Donc du coup, l'abbaye, elle est quoi? Elle est brûlée, elle est ravagée pendant la chouannerie? Pour commencer, on vend tout ce qui est mobilier. On expulse les religieuses, on vend tout ce qui est mobilier. Après, il y a une période de troubles. Il commence à y avoir des troubles entre les Chouans et les Républicains. Ils envisageraient, dit-on, de transformer l'abbaye en prison, comme à Fontevraud en prison. Et le Chouan local qui s'appelait Pic-en-Bois, mais lui, c'est très curieux parce que c'était un des employés de l'abbaye. Il applique la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il met le feu à l'église, il met le feu à l'abbaye. Ah oui, donc un incendie ravage tout, ça tombe en ruine. Pas tout, mais disons que les bâtiments sont tellement abîmés et surtout ils commencent à être pillés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement de l'abbaye? Il reste ce que vous avez devant vous. La mairie, ce qu'on appelle la mairie actuellement, qui était le pavillon d'entrée en fait.
ce bâtiment-là, dans le prolongement, qui a été au sous-sol et au rez-de-chaussée, un espèce de cellier avec des locaux pour stocker des provisions. Et au-dessus, c'était des logements, certainement. Mais par contre, tout ce qui a disparu de ce côté-là, c'est il y avait le réfectoire au rez-de-chaussée, le dortoir au-dessus. Tout ça s'est effondré au XIXe siècle. Donc en fait, la décadence, elle est longue. Elle était progressive. Hein. Elle est progressive. Ouais. C'est vraiment l'absence d'entretien. Quand on arrive à Nioiseau, quand on est arrivé avec Jean tout à l'heure à Nioiseau, on a vu un énorme bâtiment là qui est couvert. C'est quoi ce bâtiment? Ça fait partie de l'abbaye aussi? Ah, vous parlez de la grange. La grange fait partie du domaine, hein, dans la mesure où il faut bien voir que l'abbaye gère énormément de terre. Donc cette grange servait en fait à la fois de stockage au premier étage et de sous des tables, puisqu'il y avait une communauté à nourrir, donc la rivière avait été barrée pour en faire un vivier à poissons, il y avait des moulins. Il y avait toute une vie économique autour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec cette grange? Elle n'a pas l'air en bon état. Non. Je pense qu'on pourra apprécier l'étendue des dégâts tout à l'heure en s'approchant. Alors, si on revient un petit peu à Phénix maintenant, à l'association Phénix, donc on a l'abbaye, les vestiges, vous proposez des visites, mais également, vous avez un petit musée. Jean, ça te dirait d'aller voir le musée ou est-ce qu'on peut aller le voir, Michel? Allons-y. Eh ben, on vous suit. Nous prenons donc la direction du musée de l'ancienne abbaye royale de Nioiseau. L'association Phénix, membre du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu, y expose d'anciens objets. L'histoire de l'abbaye y est également expliquée. Et comme Michel nous l'avait promis, il nous fait découvrir l'ancienne grange de l'abbaye. Le bâtiment et sa magnifique charpente datent de 1674. Et si rien n'est fait, le temps risque d'effacer définitivement du paysage ce témoignage de l'histoire passée à Nioiseau. Michel, merci beaucoup pour cette balade dans les vestiges de l'ancienne abbaye royale de Nioiseau. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Et bien au plaisir. Jean, nous, on continue notre petite balade en Haute-Anjou. On prend la route de Châtelet. Allez, je te suis. Catherine Rapatou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ARCS, qui est l'association de recherche de Châtelet et du Segréen, et vous êtes accompagnée de Gérard et de Bernadette, tous les deux membres. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors Catherine, qu'est-ce que l'ARCS pour Châtelet et son histoire ? C'est une association qui a été créée à la suite de fouilles où l'on a découvert des sarcophages mérovingiens. Alors déjà en 1948, dans un jardin privé, une personne a pioché sur un sarcophage et c'est là où on a trouvé une rouelle. Donc une rouelle était un bijou qui pendait chez les mérovingiens, qu'on mettait à la ceinture. Donc et les qui chevaliers. pendait, voilà. Ouais. Et c'est devenu l'emblème de l'ARCS. Une association et aussi un musée, puisque nous sommes à l'entrée de ce musée qui regroupe tous ces objets. Comment il s'organise ce musée ? Donc nous avons organisé ce musée en partant de l'ère primaire, l'ère secondaire, tertiaire, et nous faisons le tour avec bien sûr les Celtes, les Gaulois, les Mérovingiens, et puis développer après le Moyen-Âge. Et un petit peu plus loin dans l'histoire, du coup, on a découvert ces fameux sarcophages mérovingiens qu'on aperçoit juste là-bas derrière. Qu'est-ce qu'on a découvert précisément ? C'est lors de travaux d'adduction d'eau et de tout à l'égout. Ouais.
que la machine a coupé, sur la place de l'église, elle a coupé, je crois que c'est une trentaine de sarcophages. Et là, c'était en quelle année? En 1966. D'accord. Voilà. Donc à l'intérieur, il y avait encore des squelettes, il y avait des objets, il y avait des... Oui. Et ça, c'est des objets qu'on peut admirer dans le musée un petit peu. Hein. Oui, Absolument. Et puis, il y a des photos. Et vous avez même remis les emplacements, Voilà. en fait, sur le parking. On a créé un musée à ciel ouvert, Oui. donc en parallèle de celui-ci. Et donc ce musée à ciel ouvert, c'est un des endroits, parce qu'en fait tout le village a été construit sur des sarcophages et sur la nécropole mérovingienne. Ouais. Et surtout, on a trouvé des bagues sigillées, donc qui prouvent quand même de Une l'importance des personnes et de la richesse. Donc on pense quand même que c'était un village qui était fréquenté. Riche, peut-être lié au commerce, avec l'axe de Absolument. communication, la rivière à côté. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était fortifié, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui encore, on peut admirer certains vestiges de cette enceinte. Mais les Absolument. fortifications de Châtelet, c'était surtout pour se défendre. Il y a des invasions des Anglais, Ouais. de la guerre de 100 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les voitures qui viennent de la Bretagne, de l'ancienne province bretonne, passent par cette porte guerchoise qui a un vestige impressionnant. Vous pouvez voir la taille un peu de la fortification, muraille, la hauteur ouais. aussi. Elle est encore dans son jus ou elle a été un petit peu modifiée? Non, non, elle est absolument dans son jus. Et d'ailleurs, les habitants, beaucoup de maisons ont été construites avec les pierres que les habitants, comme ça a été fait dans beaucoup de villages, où on va chercher sur place la matière première quand on la trouve. Remontons presque 2000 ans d'histoire à la visite de Combaristum, l'ancien nom de Châtelet. Au programme, oppidum gaulois, voie romaine, nécropole mérovingienne, château et enceinte fortifiée. L'Arx, membre du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu, permet de faire cet incroyable voyage dans le temps. Avec Jean, nous reprenons la route vers d'autres découvertes, direction le Bourg-d'Iré. Nous voici maintenant donc au Bourg-d'Iré et juste ici se tient Alfred de Falloux, sa statue. Alfred de Falloux a été ministre de l'instruction publique sous la Seconde République. Exactement. Pourquoi une telle statue ici? Quel rapport il a avec le Bourg-d'Iré en fait, Jean? Eh bien, le comte de Falloux avait son château familial au Bourg-d'Iré, qu'il a reconstruit en 1852. Et il y a accueilli de nombreuses personnalités de l'époque, notamment politiques et religieuses. Et puis il a eu un grand rôle aussi localement puisqu'il a participé à la rénovation de l'agriculture et puis il a construit un hospice et il a offert un lavoir. Il a clairement contribué en fait au développement économique et social du Bourg-d'Iré. En fait. Exactement. Et donc en 1912, on lui a érigé une statue Pour le remercier. en remerciement de son rôle politique. Un peu plus loin là-bas, il y a un autre château et ça n'a rien à voir avec Falloux. Là, on a le château de la Douve, effectivement, magnifique également, du milieu du 19e, construit par le marquis d'Armaillet. J'aperçois des bâtiments sympathiques là-bas. Ça me donne envie de découvrir un petit peu plus du patrimoine du Bourg-d'Iré. Oui, Pierre Goyer nous y attend. Ah bah allons-y alors. Pierre Goyer, bonjour. Bonjour Pierre Benoît, bonjour Jean. Alors vous êtes membre de l'association Les 3P qui signifie passé, présent, patrimoine et qui met en avant le joli patrimoine justement du Bourg-d'Iré. Là on est devant cette tour de l'église, ce clocher qui a la particularité d'être entièrement en pierre. Pourquoi? Il a été construit ce clocher au début du Xe siècle, 10e siècle ou 11e siècle, entièrement en pierre effectivement, en moellon de la région. C'est une tour qui est construite sur un point de radiation. Ce clocher a eu plusieurs époques, c'est-à-dire qu'il a été brûlé
par les Chouans en 1794, au mois de juillet précisément, parce que l'église contenait des cendres qui servaient à faire de la poudre noire. Il a aussi brûlé en 1845 et il a été reconstruit après. Et depuis, il a été réétanché et puis aux couleurs de la région. On a cette particularité d'avoir un clocher en parfait état, hein, ainsi que l'église. Il était déjà en pierre? Il était déjà en pierre, il a toujours été en pierre, oui. Toujours été en pierre. Ardoise. Et sans ardoise sur le clocher. Pour l'anecdote, certains disent qu'il n'y a pas plus de belles filles au Bourdiré que d'ardoise sur le clocher. Ah. Hein, bon, voilà, dommage. je leur laisse... Pas très sympathique. voilà. Alors pourquoi ce clocher est resté en pierre alors que la plupart ont été remaniés, même l'église elle est encore dans son jus originel? Il est vrai que la deuxième partie du 19e siècle, les différents évêques d'Angers ont souhaité, suite à l'augmentation de la population dans les différentes paroisses, reconstruire des églises beaucoup plus grandes, peut-être plus brillantes pour ces étangs tuffeaux. Mais ceci étant, M. de Falloux a catégoriquement refusé que l'église de Bourdiré soit détruite pour refaire une église en tuffeau. Grâce à Falloux encore une Grâce à Falloux une fois de plus. fois. Merci Alfred. Merci Alfred, on peut le dire, oui. Alors il y a une autre particularité que j'ai remarqué avec Jean en montant. Il y a des maisons qui ont des espèces de tours carrées sur les côtés, c'est quoi? Ces maisons-là, ça atteste du fait que le Bourdiré était le siège du doyen de Candé, qui s'étendait de Prancé jusqu'à la Doutre et jusqu'à Ingrande. Ah oui. Et c'était quand même important. Et ce qui a amené aussi un certain nombre de fonctionnaires, en fin de compte. Des bourgeois. Des bourgeois, voilà. Qui avaient donc les moyens de se faire construire ce genre de maison avec des escaliers en vis à l'extérieur qui permettaient de desservir les différents étages. D'accord, donc c'est du prestige en fait. C'est du prestige, tout à fait. C'est un signe de richesse. Voilà, exactement. Mais peut-être que grâce à ça, le village a pu garder son charme d'antan, son histoire justement, Absolument. et éviter d'être entièrement dénaturé. Dénaturé. Et son patrimoine avant le 19e, exactement. Justement, moi, ça me donne envie de continuer cette petite balade. On y va? Oui, on y va. Ouh, ça c'est une belle demeure. Falloux? C'est Non, Falloux? non, ce n'est pas Falloux, c'est une construction qui a été édifiée par Maître Guyard, le notaire de Bourdiré, qui était d'ailleurs le notaire de M. Falloux. Ce bâtiment a été édifié en 1880 et vous avez sur la gauche la tour où il avait son étude, et plus loin vous avez les écuries parce que ce monsieur menait grand train. Il a été condamné en 1892 à de la prison et à 20 000 francs hors d'amende. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des malversations financières, puis surtout une captation d'héritage, donc celui a été fatal. Et ce bâtiment était à vendre après, donc voilà. Rien que ça. Ouais, rien que ça, oui. J'ai aussi autre chose à vous montrer, Pierre, Benoît et Jean, vous allez voir. Ah oui, le lavoir du Bourdiré. Et d'ailleurs, il paraît que ce sera un des plus beaux du département. Oui, et c'est M. Augereau qui a écrit une monographie sur le lavoir du département qui s'appelle Les Dits du Linge, qui est venu le visiter, bien sûr, et qui nous a dit que c'était pour lui un des plus beaux du département, surtout un des lavoirs qui sont les mieux conservés, parce que toute la charpente est d'origine. Les bacs de lavage aussi, c'est des ardoises de mise en grain, paraît-il, c'est important de le dire. La toiture a été refaite il y a une trentaine d'années, ainsi que les lambrequins ont été refaits aussi, copiés en fin de compte sur les lambrequins d'origine. Et Jean, je crois qu'il est encore question une fois de plus de Falloux. Oui, c'est encore un don de Falloux au Bourdiré. En face, là, vous avez ce qu'on appelle la charmique du presbytère, et notre
brave curé, à l'époque où ils avaient obligation de lire le bréviaire tous les jours, à savoir les psaumes, hein, il se mettait sous la charmille là-bas et ça lui permettait d'entendre tout ce qui se racontait sous le lavoir parce que les sons étaient portés par la rivière. Ah oui, les potins. Les potins et pas mal de choses. Et après, elles allaient à confesse ou et bien sûr, les verres du nez. Voilà, exactement. Il en savait presque autant qu'elle, quoi. Toute une autre époque. Complètement. Merci Pierre Goyer et l'association Passé, Présent, Patrimoine du Bourdiré pour cette visite. Avec seulement 3 arrêts en Anjou bleu, nous avons déjà voyagé dans l'histoire. Des Mérovingiens au comte de Falloux, en passant par une abbaye royale. Et notre périple continue maintenant vers un passé un peu plus récent. L'histoire industrielle du 19e siècle, avec des mines de fer et des fours à chaux. Mais avant tout ça, il nous faut reprendre la route. Jean, nous voici donc une nouvelle fois à Nivoiseau et cette fois-ci, ce n'est pas pour une abbaye royale, mais pour toute autre chose. Et oui, on est sur l'un des sites miniers les mieux préservés d'Europe. Incroyable, et donc pour nous en parler, qui vas-tu nous présenter? Marc Beluet. Eh ben, je te suis. Marc Beluet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association des mines de fer de l'Anjou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, qu'est-ce que cette association? Écoutez, elle s'est créée il y a 7 ans maintenant pour réaliser ce qu'il y a là autour de nous. Parce que c'était une friche industrielle, une mine fermée depuis 1985. Tout y avait été vandalisé, forcément, je dirais, entre guillemets, puisque personne ne gérait les lieux, les portes étaient ouvertes. Donc, nous, on a décidé de sauvegarder et de mettre le site en valeur. C'est ça l'association des mines de fer de l'Anjou. Alors que propose cette association-là pour le grand public en fait? Ce qu'elle propose, c'est toute une série de panneaux d'information, ce qu'on appelle une exposition de plein air. C'est ce qu'on voulait faire au départ, c'est ce que l'on a fait. 12 grands panneaux qui résument pourquoi il y a du fer ici, déjà pour commencer. Ensuite, pourquoi on vient exploiter du fer ici alors que presque tout le fer était concentré et se concentrait toujours dans l'est de la France. Pourquoi on vient s'intéresser à l'ouest, Normandie et ici en particulier. Ça, c'est les panneaux. Puis ensuite, comment vont travailler les hommes ici? Qui va travailler ici? D'où vont venir les gens? Des ouvriers agricoles et puis des immigrés polonais, italiens. Et puis ensuite, le travail des mineurs, ça va amener aussi des accidents du travail, des maladies, enfin une maladie professionnelle. Tout ça, c'est expliqué sur les panneaux. Et puis après, on terminera par la vie dans les cités, comment on vivait dans toutes les cités ouvrières que l'on voit autour de nous, que ce soit d'ailleurs mine de fer ou ardoise, parce qu'un bon nombre de personnes comme moi en a vécu dans les deux cités et la vie était la même. Nos pères ne faisaient pas exactement le même travail, mais la vie était la même. Voilà, c'est ce qu'on explique et puis on termine par la fermeture de la mine, pourquoi, comment. Donc vous parlez de la fermeture, vous parlez de la cité, de la vie des hommes et des femmes certainement qui ont pu passer ici. Justement, l'histoire de ce site, c'est quoi? Alors l'histoire, c'est en 1870, comme vous vous en rappelez, comme tous les gens qui nous écoutent là, il y a une guerre et il se trouve qu'à l'issue de cette guerre, une partie de l'est de la France, Alsace, Moselle, Lorraine, devient allemande. Or 95% du fer qui est exploité en France était dans l'est. La France se retrouve sans fer. Ouais. C'est pourquoi on vient s'intéresser au fer de la région. 14-18, ces régions-là redeviennent françaises, mais on avait commencé à exploiter ici, on continue. Et c'est là que jusqu'à 800 ouvriers, au plus fort de la mine, vont travailler. Et sur 800, on peut dire il y en a 650-700 qui sont sous terre, 100-150 en surface.
Alors là, la structure qu'on aperçoit, c'est ce qu'on appelle un chevalement, et il me semble que c'est la plus haute d'Europe. C'est toujours ce qu'on nous a dit. Nous, on a fait du travail dans les archives, naturellement. On a même engagé à un moment un historien pour travailler sur nos panneaux. Et on n'a pas, effectivement, l'équivalent en Europe. C'est le plus haut, et il fait donc 36 mètres de haut. Et en profondeur, du coup, ça correspond à quoi la hauteur? Alors, le chevalement, lui, il est posé sur la terre. Après, on descend sous terre pour aller exploiter. Alors ici, précisément, on était rendu à moins 400. Quand on a commencé à exploiter dans les années 1880, 90, 1900, on était à 40 ou 80 mètres sous terre, pas plus. Parce qu'après, c'était inondé, ça s'écroulait, les moyens de l'époque ne permettaient pas de descendre plus. Et puis après, il y a eu différents puits, le bois, hein, et on est arrivé là. Et là, quand la mine a fermé, et déjà depuis les années 60, on était rendu à exploiter à moins 400 mètres sous terre. Alors le site tel qu'il est aujourd'hui, finalement, quel intérêt il conserve? Alors il conserve comme intérêt que depuis qu'on l'a ouvert, par exemple, 30 000 visiteurs sont passés. On est des milliers dans la région là, à être enfants, garçons ou filles de mineurs de fer ou de mineurs ardoisiers. C'est quand même intéressant. On dit toujours dans la vie, on ne sait pas toujours où on va, mais c'est quand même intéressant de savoir d'où on vient. Donc une histoire, un passé industriel très intéressant à venir découvrir grâce à l'association des mines de fer de l'Anjou, librement, gratuitement, en se rendant sur place, tout simplement. C'est ce qu'on a voulu faire tout de suite, on a hésité, mais ça aurait été compliqué de toute façon de faire payer parce que ça voulait dire de permanence. Et puis on s'est dit que pour faire ce travail-là, on a profité alors d'argent d'adhérents, on a eu quelques dons d'industriels et de particuliers, les municipalités nous ont bien suivis, l'Europe aussi. Donc d'une certaine façon, les visiteurs ont déjà payé une fois. Oui. Donc on ne les fait pas payer deux fois. Il sait pas où est-ce qu'on va en fait. Waouh, c'est quoi ça? Devine? Un château. Non. Un fort. Non. Un château fort. Pas du tout. Eh ben je sais pas, on dirait une construction Vauban un peu. C'est un four à chaud. Un quoi? Un four à chaud. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir Jean-Yves Rondeau qui est propriétaire des fours à chaud de la Verrière. Très bien, allons-y. Jean-Yves Rondeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des Amis de la Verrière et surtout le propriétaire de ces magnifiques fours à chaud. La question qu'on se pose tous, c'est quoi un four à chaud? Eh bien, un four à chaud, c'est une usine dans laquelle on transforme le calcaire en chaux. C'est-à-dire par l'effet de la chaleur. C'est pour ça qu'on appelle ça un four. Hein, on monte à 900 degrés de la pierre calcaire et elle se transforme naturellement par l'effet de la chaleur en chaux vive. Et comment ça marche? Pourquoi c'est à cette configuration-là le bâtiment? Alors, là on est dans une taille de four à chaud qui est quand même assez exceptionnelle, qui est d'ailleurs la taille probablement assez ultime des fours à chaud traditionnels qui fonctionnent sur ce modèle. Et on va exploiter ces fours avec des animaux, des chevaux, attelés à des charrettes pour aller au fond des carrières et remonter la pierre qui aura été cassée par les ouvriers et hisser tout là-haut les pierres pour pouvoir remplir les fours. Mais du coup là, la chaux, ça sert à quoi? Parce qu'aujourd'hui encore on s'en sert. La chaux, oui.
La chaux, on utilise la chaux depuis l'Antiquité, principalement quand même comme matériau de construction. Parce que la chaux a ce site particulier qu'elle durcit une fois qu'elle a été travaillée pour faire un mortier. C'est un liant en fait, c'est du ciment. C'est un liant, c'est le ciment avant le ciment. D'accord. Vous l'avez dit, c'est ça. Et qu'on utilise évidemment toujours dans un certain nombre de conditions. On l'utilise moins dans les constructions modernes, mais on l'utilise beaucoup dans le domaine de la restauration des bâtiments anciens qui, eux, avaient été construits avec ces processus. C'est votre grand-père qui a acquis ces fours à chaux en 1912. Comment aujourd'hui ils sont classés monuments historiques? Ils ont été donc exploités de 1824, on disait, à probablement 1910. Et mes grands-parents font l'acquisition avec mon arrière-grand-père de cette propriété, puisqu'il y a ce four-là, mais il y a aussi l'ensemble du site sur lequel il y a d'autres fours à chaux. Mais grâce à ce placement, à cet investissement, finalement, grâce à vous, à votre grand-père, ce site est aujourd'hui classé monument historique. Alors, cette usine de chaux, quand elle a été abandonnée à l'activité économique, à l'activité chaux-fournière, et qu'est-ce qui se passe? Un bâtiment qui ne sert plus à rien, il se dégrade terriblement, d'autant plus qu'il n'y a pas de toiture, vous avez remarqué, il n'y a pas de protection. Là, en 1973, alors beaucoup plus tard, lorsque ma mère va récupérer cette propriété, elle a peur que des pans entiers du bâtiment s'effondrent, rendant la réparation quasiment impossible. Elle a l'idée à ce moment-là de faire protéger le bâtiment au titre des monuments historiques. Ce sera un des tout premiers protégés au titre des monuments historiques, de ce qu'on appelle l'archéologie industrielle. On a pu restituer à ce bâtiment son allure d'origine, et c'est plaisant. Et c'est fantastique. Jean, je suis sûr que comme moi, tu as envie d'aller faire un petit tour là-haut. Oui, avec Est-ce qu'on peut se faire une petite visite? Allez, c'est parti. On y va. Derrière les haies de son bocage, autour des clochers de ses villages, l'Anjou bleu réserve plus de 2000 ans d'histoire à qui prend le temps de s'arrêter un instant et d'aller à la rencontre des acteurs et actrices du patrimoine. Un énorme merci à l'ensemble des membres du RAP de nous avoir ouvert les portes de tous ces incroyables lieux autour de Segré. Cette balade historique touche donc à sa fin. Mais non Pierre-Benoît, tu n'en as pas terminé avec l'Anjou bleu. Pourquoi tu dis ça, Jean? Tu dois absolument te rendre à Candé. Mais oui! Allez, c'est parti! Topette!